Comment on fait quand on est entrepreneur et qu'on n'aime pas le management? C'est une question qu'on me pose souvent, et évidemment ce sont les entrepreneurs qui me posent cette question, qui me disent « Non mais moi, franchement le management ça m'intéresse pas ». D'ailleurs en général, ils disent ça quand ils ont leur premier problème avec des salariés, et ils me disent « Moi en fait, ce qui me ferait arrêter, ce qui me donnerait envie de complètement tout plaquer, c'est de devoir manager des gens parce que c'est horrible, etc. etc. » Et c'est vrai que un chef d'entreprise, quand il a décidé d'être chef d'entreprise, il a choisi cette voie pour avoir une certaine forme de liberté que ne permet pas toujours le salariat, pardon. Mais en fait, souvent, il se retrouve à être obligé de se taper les états d'âme de ses salariés, et souvent, c'est un problème pour eux. Alors, ma première réponse, quand un chef d'entreprise me pose cette question, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise et qu'on n'aime pas le management ? Ma première réponse, c'est il y a une autre forme de management, il y a une autre manière de manager qui est efficace, et c'est ce dont je parle chez Outils du Manager et dans toutes mes formations sur le management. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à être chef d'entreprise, quand j'ai racheté ma première boîte, je me suis pas dit « Ouais, je vais acheter une boîte pour faire du management ». Non, je me suis dit « Je vais acheter une boîte parce que je veux être chef d'entreprise et que je veux diriger, je veux être indépendant, etc., etc. » Puis j'ai découvert j'ai eu des problèmes. Du coup, je me suis mis à creuser, à essayer de trouver des techniques de management. Et puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait, ça m'a passionné. Et donc, ça m'a permis que mes entreprises soient performantes. Et puis, ça m'a permis aussi de créer l'activité Outils du Manager où on parle de management. Mais en vrai, au départ, je voulais pas faire du management. Et donc, même dans les chefs d'entreprise qui découvrent la méthode ODM, qui l'appliquent et puis qui trouvent que ça marche, j'en ai qui me disent à un moment, bon ok, j'ai fait le tour, c'est super, ça marche, mais en fait, moi je veux revenir à ce que je considère comme étant l'essentiel pour un chef d'entreprise, c'est le projet. Et d'ailleurs, quand on parle des grands patrons, il y a plein de grands patrons qui sont pas de bons managers. Je parlais par exemple d'Elon Musk dans un numéro précédent. C'est pas un bon manager, Elon Musk. Je lisais récemment la bio de George Lucas, le mec qui a réalisé Star Wars et d'autres films. En fait, il déteste manager, George Lucas. Pourtant, créer un film, c'est comme créer une entreprise. Il déteste diriger des acteurs, il déteste tout ça. Pour lui, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est sortir un film de fou. Il y a que ça qui l'intéresse. Elon Musk, il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est envoyer l'humanité sur Mars. C'est pas du tout le management qui l'intéresse, et ni la manière dont on va manager les gens pour arriver à ses fins. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce manque d'intérêt pour le management, il est assez normal finalement, puisque quand tu as créé, en fait, c'était pas vraiment ça que tu voulais faire. Pourtant, ça pose un problème, parce que quand on commence à voir le levier formidable qu'est le management, on n'a pas envie non plus de l'abandonner, ou plutôt, on se dit si je l'abandonne, ça va être la catastrophe dans ma boîte. Et je confirme, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur des boîtes, plus que jamais, c'est la culture d'entreprise qu'il y a dans ces boîtes. Or, cette culture d'entreprise, elle est amenée par le management. Sans une bonne culture d'entreprise, sans une formidable culture d'entreprise, on n'obtient pas de résultats, on n'attire pas les meilleurs talents, et en général, ça se passe mal. Pour moi, c'est l'avantage compétitif majeur. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'IA, on a accès à un tas de choses auxquelles on n'avait pas accès avant, et que donc, il y a de moins en moins, je dirais que l'accès à l'information, au processus, etc., aujourd'hui, il coûte plus rien. Donc, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence entre deux boîtes ? C'est la créativité des gens qui sont dedans, c'est la qualité des gens qui sont à l'intérieur, la qualité de la collaboration entre les gens, etc., etc. Et donc, je le disais, cette culture, elle est déterminée par le management. En général, quand je parle de culture, je parle de la somme des comportements qui ont lieu dans une entreprise. C'est ça la culture d'entreprise. Ça n'est pas ce qu'affirme le chef d'entreprise. Souvent, ce qu'on peut faire de pire dans une société, c'est avoir des valeurs voulues ou une culture voulue qui est différente de la culture réelle qui se passe dans l'entreprise. Ici, à gauche,
si ça c'est ma culture voulue, c'est ce que le chef d'entreprise voudrait, c'est ce qu'il affirme, c'est ce qu'il affiche partout. Et la culture d'entreprise réelle, c'est ce que ressentent les personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est en quelque sorte l'expérience utilisateur, c'est l'expérience collaborateur, ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Et le pire qu'on puisse faire à une boîte, c'est avoir un gros décalage entre la culture ressentie, qui est la culture réelle, et la culture affirmée. Et d'ailleurs, en général, c'est ça qui exaspère prodigieusement les chefs d'entreprise. C'est ce décalage entre la manière dont ils voudraient que les choses se passent et la manière dont elles se passent vraiment quand ils sont pas là. Par exemple, tu veux que tes clients soient traités comme des rois, tu le clames haut et fort, tu dis à tes clients, non mais chez moi, vous allez voir, c'est formidable, ça va se passer de telle manière. Puis un jour, tu as un appel d'un client furieux et il te dit, mais c'est bien vous qui m'avez dit que dans la boîte, ça se passait comme ça, parce que voilà ce qui vient de se passer. Ça, pour un chef d'entreprise, c'est horrible. Ou bien tu veux qu'il y ait des relations harmonieuses entre les gens chez toi, et puis tu te rends compte que finalement, c'est un vrai panier de crabes. Quand tu commences à faire du management, etc., tu te dis, mais en fait, les relations entre les gens, elles sont pas bonnes du tout. Ou bien, pire, tu recrutes un gars en lui disant, oui, dans notre boîte, ça se passe comme ça, etc., etc., tu réussis à attirer un talent, et puis le mec te quitte au bout de quelques mois en te disant, non, mais c'est pas du tout ce que vous m'aviez promis, en fait, votre boîte, elle est horrible. Donc, voilà, t'as ta vision de chef d'entreprise qui est « je veux que ça se passe comme ça chez moi », et pour qu'elle soit réelle, tu te dis « j'ai pas le choix, il faut que je fasse du management ». Mais en même temps, le management, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler sur ma vision de mon entreprise, je voulais réaliser des choses extraordinaires, etc. Mais là, aujourd'hui, je suis trop pris par ma boîte, trop pris par les problématiques internes de ma boîte, etc. Et j'arrive plus à la développer. En général, c'est à ce moment-là où on se souvient, où on se dit « ouais, mais moi, au début, quand j'ai été chef d'entreprise, c'était pas pour faire du management. » Et donc, cette question-là, on me l'a posée souvent. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé la formation Bras droit gagnant. J'ai développé cette formation pour répondre à la question « peut-on déléguer le management sans mettre en péril notre entreprise ?» Ma réponse, évidemment, c'est oui, évidemment, on peut déléguer le management. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Je pense qu'à un moment, c'est un stade obligé si tu veux continuer à développer ta boîte. T'as pas trop le choix que de le faire. Personnellement, moi, toutes mes entreprises, c'est pour ça que j'en ai plusieurs, j'ai complètement délégué le management. Je ne m'occupe plus du management de mes entreprises. Et je prends mon pied en tant que chef d'entreprise à faire cette chose-là. Mais je peux prendre mon pied en tant que chef d'entreprise à faire cette chose-là parce que je sais que la culture que je veux dans mes entreprises, elle est pratiquée dans mes entreprises sans que j'ai besoin d'y être au quotidien. En fait, il y a un truc. Parce que ce que je suis en train de dire, ça semble incompatible. Je viens de dire que le chef d'entreprise devait s'intéresser au management parce que c'était ça qui allait permettre d'avoir une bonne culture d'entreprise. Puis après, je dis, mais on peut aussi le faire sans faire de management. Le truc, en fait, c'est qu'on délègue, quand on délègue le management et qu'on est chef d'entreprise, en réalité, on délègue une partie du management. On délègue la partie exécution. La réponse que je donne à un chef d'entreprise qui me dit non mais c'est bien le management, je crois dans la valeur du management et j'en ai fait, etc. Mais aujourd'hui, je veux faire d'autres choses dans ma boutique, etc. Je lui réponds, en fait, il faut que tu délègues la partie exécution du management. En revanche, c'est indispensable que tu gardes la partie vitalité du management. Alors, c'est quoi l'exécution ? L'exécution, c'est le management quotidien. C'est la réalisation de tes projets à travers le management des personnes et des systèmes dans ton entreprise. C'est plus toi qui dois faire ça. Ça n'est plus toi qui dois mettre en œuvre, mettre en musique, orchestrer, contrôler, vérifier. Et d'ailleurs, en général, c'est tout ce que t'aimes pas, toi. Et toi, ta partie management qui est importante, c'est la vitalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitalité ? Le management de vitalité, c'est quoi ? C'est la culture, la stratégie, la vision. Et je vais y revenir, je vais définir chacune de ces 3 activités. Mais en tout cas, ça veut dire que le modèle auquel je crois, que je décris dans cette formation qui s'appelle Bras droit gagnant, c'est ce que j'appelle le système V plus R.
V pour visionnaire, R pour réalisateur. V, c'est toi, le visionnaire, et tu as un réalisateur qui travaille pour toi et qui justement va manager le quotidien de ton entreprise. Alors bien sûr, il y a plein de risques à mettre ça en place et on va en parler, mais je vais d'abord te parler des avantages. Le premier avantage, quand tu réussis à faire ça, c'est que tu peux quasiment, tu vas libérer en fait 90% de ton temps, et ces 90% que tu vas récupérer, tu vas pouvoir les mettre en œuvre pour te focaliser sur ta création, c'est-à-dire sur ton entreprise, sur ce qu'elle est maintenant, sur ce que tu veux qu'elle devienne, et sur la manière dont elle va faire les choses. Et donc, ça va te permettre de travailler sur 3 choses. La première, c'est la culture. Donc, la culture, c'est quoi? C'est comment on fait les choses dans la boîte. Et donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est que tu restes le gardien de la culture de ta boîte. Ça veut pas dire que c'est toi qui exécutes la culture, c'est pas toi qui va vérifier que machin, il fait bien comme ça, etc., parce que c'est un travail qui est assez minutieux et qui est assez long, mais en tout cas, tu en es le gardien. Tu es responsable de la culture de ton entreprise. Comment on fait les choses, et l'expérience collaborateur qui a lieu dans ton entreprise. L'expérience employée. Quand on travaille pour l'entreprise de bidule, eh bien, voilà comment ça se passe. La deuxième chose, c'est la stratégie. C'est-à-dire que tu vas évidemment intervenir sur les grandes bifurcations qu'il faut faire prendre à ta boîte. Par exemple, j'ai l'impression qu'on n'est plus très bon sur tel domaine, il faut renforcer les compétences là-dessus. Ou bien il y a un changement sur le marché, il faut qu'on s'adapte. Là, tu vas intervenir, parce que ça reste toi le patron de la boîte. Et puis la troisième chose, c'est la vision. C'est quoi la vision? C'est quelque chose qui est assez général, mais qui est qu'est-ce que je veux transformer sur ton marché. Par exemple, la vision de l'outil du manager, c'est rendre les chefs d'entreprise et les managers plus heureux quand ils font du management. C'est ça la vision. C'est assez simple. Dans un autre domaine, ça pourrait être envoyer les gens sur Mars. Dans un autre domaine, ça pourrait être réaliser le meilleur film possible, ou que les gens prennent leurs pieds quand ils rentrent dans une salle de cinéma et que c'est un film qui provient de nos studios. Voilà. Donc, tu vas passer 90% de ton temps à creuser ce sujet-là, à travailler sur ce sujet-là, à faire preuve de créativité sur ce sujet-là, et tu vas ne plus passer que 10% de ton temps au management, qui est un management de vitalité. C'est quoi le management de vitalité? Ça consiste à entretenir la meilleure relation possible avec ton réalisateur, et à animer avec lui régulièrement une réunion stratégique avec tes équipes. C'est-à-dire que, désormais, si tu réussis la transition d'une boîte où tu es à la fois le visionnaire et le réalisateur vers une boîte où tu n'es plus que le visionnaire, ça te permet de ne plus intervenir que sur ce qui te plaît le plus. Le reste du temps, c'est ton réalisateur qui, avec l'ensemble des équipes, va réaliser, comme son nom l'indique, les projets pour ta boîte. Ça, c'est les avantages. Évidemment, dit comme ça paraît génial. Mais c'est vraiment la réponse que je donne à la question. J'aime pas le management, comment je peux faire? Bah comme ça. Mais en fait, je vais plus loin, je pense que c'est la forme ultime de management pour un chef d'entreprise. Après, je dis il y a des risques. C'est quoi les risques? Bah évidemment, si tes salariés sont pas habitués à ce type de management, ils peuvent être déstabilisés, se sentir abandonnés, ils peuvent être furieux, voire ils peuvent rejeter ton réalisateur en flinguant tes projets, parce que ils veulent pas d'étage intermédiaire entre eux et toi. Bref, ils peuvent essayer de faire en sorte que te réattirer dans ce que tu voulais quitter, c'est-à-dire le quotidien de l'entreprise. Et là, en général, quand il se passe ça, c'est assez horrible. Tu te dis, mais en fait, je suis prisonnier de ma boîte, quoi. L'autre risque, évidemment, c'est qu'il y ait des dissensions entre ton réalisateur et toi. C'est-à-dire que vous ayez des conflits, en fait, que vous ayez des zones où toi tu penses que c'est à toi de faire telle chose et lui pense que c'est à lui de la faire. Ou qu'il y ait des dissensions, ou par exemple que tu dises un truc un jour et que lui dise le contraire le lendemain. En général, quand
il y a ce problème au niveau... de toute façon, c'est une organisation bicéphale. Donc si les deux têtes ne s'entendent pas, ça peut pas marcher. S'il y a une tête qui dit on avance, on tourne à gauche et l'autre dit on tourne à droite, ça fonctionne mal. Et puis le stade encore supérieur à ce genre de conflit ou de dissension, c'est qu'il y a un ressenti dans les équipes. C'est-à-dire que, et ça parfois ça peut même être généré par les collaborateurs, un petit peu, tu sais l'histoire, papa me dit non, je vais demander à maman. C'est le truc de base quand on a un couple et qu'on éduque les enfants, c'est que on est toujours d'accord, même quand on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que les désaccords ne doivent pas se voir. Mais c'est pas évident à faire, parce que tu peux avoir par exemple un collaborateur qui vient te voir de manière très, je dirais en apparence très naturelle, en disant écoute, je comprends pas l'autre fois Pierre là, il m'a dit qu'on allait faire ça. Et là, il te sort un truc et tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il a raconté là, Pierre? Et du coup, tu sais pas quoi répondre à ton collaborateur, t'as peur de désavouer ton réalisateur, mais en même temps, t'as peur qu'il ait pris une mauvaise décision pour la boîte. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles mettre en place une organisation comme je la décris, avec visionnaire et réalisateur, il y a plein de raisons pour que ça foire. Et d'ailleurs, il y a plein de cas où ça foire. Et le problème, c'est que quand on est chef d'entreprise et qu'on a tenté ça et puis que ça a commencé à foirer, qu'on est revenu en arrière, etc., c'est que on a peur de renouveler l'expérience et donc on veut plus en entendre parler. Et donc on se dit non, finalement je suis condamné, c'est moi qui dois prendre toutes les décisions, c'est moi qui dois tout organiser, je dois être au quotidien dans ma boîte. Tant pis, c'est comme ça et puis c'est tout. En fait, la réalité, c'est que c'est comme pour le management, c'est un système. Et donc, c'est un super système quand ça marche, mais uniquement quand ça marche. Et comme dans tous les systèmes, il y a des règles à respecter et des outils à utiliser pour que ça se passe au mieux. En fait, quand on me dit non mais moi je veux plus du tout faire de management et tout, moi tout ce qui m'intéresse c'est ça, je dis non, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut quand même qu'il y ait un minimum vital, ce sont les 10% de temps dont j'ai parlé et c'est pas cher payé parce que sinon ça fonctionnera pas. Sinon tes collaborateurs vont être paumés, tu vas avoir des idées dans ta tête de ce qu'il faut faire, mais ce sera pas fait. Tu vas avoir une idée de culture d'entreprise, mais en réalité, ça va pas se passer comme tu voulais, etc., etc. Donc oui, il faut un système, et dans un système, il y a des règles à respecter et des outils à utiliser pour que ça se passe au mieux. Donc, le premier truc, on l'a compris, le premier grand principe qui est super important si tu veux pas faire de management, c'est que l'articulation entre le métier d'être visionnaire et le métier d'être réalisateur, elle doit être très très claire. Il faut bien délimiter les domaines. Il faut qu'il y ait une frontière claire entre ce que toi tu vas faire et ce que ton réalisateur va faire. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il faut que la vision du business, elle soit absolument connue par le réalisateur. C'est-à-dire que il n'est pas de question à se poser, que le plus possible, ils comprennent ce que tu veux faire de la boîte. Et là, nous, on a un outil, évidemment, qu'on utilise, qui s'appelle le business de poche, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est un fichier tout bête où on a toutes les composantes de l'entreprise, et ce fichier, en fait, il est renseigné par le réalisateur, mais à partir de ce qu'il a compris que de ce que le visionnaire lui a expliqué. Donc c'est pas le visionnaire qui crée le fichier et qui le remplit. En général, on n'aime pas quand on est visionnaire. Mais à partir du discours et des échanges qu'ils ont eus ensemble, le réalisateur remplit ce business de poche et il le fait valider régulièrement à son visionnaire. Comme ça permet que il n'y ait pas trop de divergence entre ce qu'on dit. Ensuite, il faut une charte de communication, c'est-à-dire qu'il faut que les règles, non seulement il faut que les domaines soient bien délimités, mais il faut aussi que le rapport entre le visionnaire et le réalisateur soit bien défini. Par exemple, quand il y a un désaccord sur l'exécution d'une tâche, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, il faut que ce soit vraiment bien formalisé pour que ça fonctionne. Il faut des rituels de coordination, c'est-à-dire que oui, le visionnaire, il va avoir un minimum
de rituels avec son réalisateur pour régulièrement se remettre à jour, etc., etc. Que les rituels de management de vitalité, c'est-à-dire la réunion stratégique, qui soient bien définis. Et enfin, évidemment, il faut que le réalisateur soit un bon manager. Donc, il faut que le réalisateur, il ait le bon système de management. Évidemment, moi, je préconise le management outil du manager. Et là, si on a tout ça, ça va bien fonctionner. Donc, tu l'as compris, il faut quand même un peu de formalisation, en général réalisé par le réalisateur parce que il est formé à ça, validé par le visionnaire, et là, franchement, ça marche bien. Et là, quand on connaît bien nos domaines, on gagne un temps fou. En fait, on arrive très très vite à la collaboration idéale, alors que si on n'a pas de système, si on n'a pas tous ces outils, eh bien, on met des années en fait à se coordonner, et en général, il y a de la casse et il y a un très faible pourcentage de réussite, parce que le problème, c'est qu'une fois que la zizanie a été semée entre les deux têtes et que les équipes s'en sont rendues compte, c'est dur de revenir en arrière. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est absolument possible pour un entrepreneur, effectivement, de travailler quasiment, enfin, de ne travailler que sur sa vision, sa stratégie et sa culture, mais à condition qu'il soit formé à ça. C'est pour ça que j'ai créé une formation là-dessus, mais aussi que son réalisateur soit formé à ça. Et donc cette formation, elle est à deux têtes aussi. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui sera suivie par le visionnaire, qui est plus courte, parce qu'en général, un visionnaire, il aime pas non plus, et il a pas le temps, il a pas envie de passer du temps à se former. Et puis, il y a la partie réalisateur qui est plus longue. Et alors, je dirais même que je vais aller plus loin. Tout à l'heure, je disais que c'est un passage obligé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu veux continuer à développer ta boîte, une fois que tu manages, etc., tu vas devoir déléguer le management. Mais en fait, en y réfléchissant, en ayant vu des exemples et en ayant expérimenté ça chez Outils du Manager, en fait, je pense qu'il faut commencer tout de suite, comme ça. C'est-à-dire que pour moi, même quand bon, au début, tu fais tout, t'es tout seul. Mais je pense que la deuxième personne que tu dois recruter, c'est un réalisateur. Je pense que si c'est possible dans ton business, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tout de suite prendre cette habitude de t'appuyer sur quelqu'un qui a pas la même structure, qui a un profil différent du tien, qui est plus réaliste, plus structuré, plus organisateur, etc. C'est ça qui va permettre que toi, tu sois un bon visionnaire, en fait. Finalement, un bon visionnaire, il est bon parce qu'il a un bon réalisateur. Je suis absolument persuadé que Musk, Steve Jobs et George Lucas ou X ou Y, ils auraient jamais été de bons visionnaires s'ils n'avaient pas pu s'appuyer sur des réalisateurs. En fait, ils auraient été des beaux visionnaires dans leur tête, mais on n'en aurait jamais entendu parler, parce que finalement, ils auraient jamais rien réussi. Un autre truc qu'on me dit aussi souvent, que les entrepreneurs me disent, mais qui va vouloir faire ça? En fait, l'erreur de l'entrepreneur, c'est de croire que comme lui, il aime pas le management, comme lui, enfin, il trouve que c'est dur, que c'est gérer des gens, c'est compliqué, etc. Il imagine pas qu'il y ait des gens dont c'est le profil et dont c'est la passion. Et moi, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. En fait, je voulais absolument être le second d'un chef d'entreprise, parce que je savais que c'était comme ça que j'apprendrais le plus vite possible, et je rêvais de le faire. Et dans des personnes qui écoutent ce podcast, qui écoutent quand même un podcast sur le management, mais la majorité, ils rêvent de ce genre de poste. La majorité rêve d'être le second d'un bon visionnaire. Donc, faut pas trop se mettre de barrières par rapport à ça. Oui, des gens qui sont capables ou qui ont envie de le faire, ça existe, des gens qui veulent être réalisateurs. Après, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Je dirais, ça dépend de leur niveau en management, mais ça, on s'en occupe chez Outils du Manager. Du coup, voilà. Si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, moi, mon idée, quand je fais le journal du dirigeant, c'est juste de t'ouvrir une perspective, de te faire un déclic. C'est pas ça qui va te faire passer à l'action. Je pense que ce qui te fera passer à l'action, c'est vraiment de dire, j'y vais, et puis d'être guidé pour le faire. Si jamais ça t'intéresse, on te mettra un lien vers le catalogue, et la formation s'appelle Bras droit du dirigeant. Je pense que c'est vraiment Bras droit gagnant. Et donc là-dedans, tu vas avoir le système V+R, et là-dedans, il y aura 2 formations, une pour toi en tant que visionnaire, y compris qui va t'accompagner pour trouver
un réalisateur, et puis une formation pour le réalisateur une fois que tu l'as trouvé, ou si tu as déjà une petite idée sur cette personne, elle est peut-être déjà dans ton équipe. Ça m'a vraiment fait plaisir de créer cette formation parce que je pense qu'elle peut faire des heureux de chaque côté visionnaire, mais aussi côté réalisateur. Je te souhaite une excellente semaine et une bonne réflexion.